Bonjour à tous, merci de vous être connectés. On va encore attendre 2-3 minutes, histoire de laisser le temps aux retardataires de participer à ce webinaire. Voilà, je pense que tout le monde est là, donc on va pouvoir démarrer. Donc mon nom est Nicolas Renard, hein, je suis responsable avant-vente chez Security. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler finalement un peu du retour sur investissement des solutions de cybersécurité. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Eh bien parce que avec les nombreux contacts que l'on a en travaillant chez Security, hein, il y a régulièrement des gens qui me disent oui, mais vous savez, se défendre contre les cyberattaques, c'est cher, c'est compliqué, et puis on n'a pas toujours le temps de s'en occuper, etc. Donc du coup, comme je suis très attentif à ce que les gens peuvent me remonter, eh bien, j'ai fait des recherches et j'ai essayé de comprendre finalement qu'est-ce qui était cher ou compliqué, est-ce que ça l'était vraiment, et est-ce que ça valait vraiment le coup d'investir dans une solution qui permet d'éviter de se faire attaquer. Alors, le résultat finalement de ma recherche, hein, c'est que je pense que parfois on est en situation de politique de l'autruche, hein, et parce qu'on pense que justement c'est compliqué, et bien du coup on préfère ne rien faire, hein. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé là cette présentation Que coûte la politique de l'autruche en matière de sécurité informatique. Alors, je vais commencer cette présentation par vous parler de quelques histoires, quelques attaques connues, hein, pour bien comprendre finalement comment s'y prennent les hackers pour pénétrer des systèmes. Alors, j'ai trouvé beaucoup d'informations qui débutent par ce qu'on appelle du social engineering, c'est-à-dire d'utiliser finalement
la crédulité des personnes pour arriver à leur soutirer des informations qui vont permettre de compromettre le système ou d'y pénétrer. Alors dans ces exemples, hein, vous avez peut-être tous entendu parler de cette histoire à l'Élysée où à un moment donné la NSA a espionné les activités de l'Élysée. Eh bien, pour arriver à faire ça, la NSA est tout simplement passée par Facebook. À savoir qu'il y a donc des amis qui ont été créés sur Facebook, qui sont rentrés en contact avec des agents de l'Élysée, et jusqu'au moment où ils ont réussi finalement à convaincre une personne de se connecter sur un site. Alors ce site, il ressemblait, c'était finalement la copie conforme d'un intranet de l'Élysée que les gens utilisent habituellement. Et donc finalement, cette personne, en allant sur ce faux site, eh bien, s'est enregistré en renseignant son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et de cette façon-là, les gens de la NSA ont pu récupérer ces identifiants, ce qui leur a permis, après, grâce à ces identifiants, d'espionner finalement les activités de l'Élysée. Voilà. Donc là, on a un premier élément où l'outil, ça va être Facebook, et on va utiliser une personne pour se donner un accès à l'information. Alors, qu'est-ce qu'il existe d'autre comme façon de procéder? Il y a pas mal d'attaques également qui utilisent des clés USB que l'on va, à un moment donné, transmettre encore une fois à une personne qui fait partie de l'organisation visée. Hein, comme exemple, j'ai choisi de vous parler des usines d'enrichissement d'uranium en Iran, hein, puisque pour pouvoir empêcher finalement l'Iran d'avancer correctement dans son programme nucléaire, eh bien, donc il y a des personnes qui ont réussi à introduire un programme malveillant au sein de l'organisation, donc par clé USB, hein, par le biais de personnes donc, qui ont été compromises de cette façon-là. Et bon, après, ceux ou ces programmes malveillants perturbaient les systèmes les centrifugeuses notamment, pour quelque part retarder le processus industriel d'enrichissement d'uranium. Voilà, donc là encore une fois, on a un exemple par personne, donc l'attaque qui vient de l'intérieur par clé USB. On peut aussi avoir des attaques par email, hein. Je pense notamment à cette histoire autour d'un tunnel israélien, donc un tunnel donc, qui est surveillé par vidéo. Et encore une fois, donc des hackers ont réussi à introduire des logiciels malveillants par le biais d'email. Donc effectivement, là, les utilisateurs ont activé quelque part ces programmes malveillants avec ces emails, et le résultat a été que les programmes malveillants ont neutralisé le système de vidéosurveillance, ce qui a provoqué une fermeture du tunnel, des bouchons, etc. Voilà. Donc finalement, on voit qu'on a souvent des attaques qui commencent depuis l'intérieur en compromettant des personnes. Voilà. Alors, on a aussi des attaques qui se produisent par IP public, hein, lorsque vous avez un site qui est sur Internet. Donc il est aussi possible, on va dire, de l'attaquer. Alors là, j'ai un exemple intéressant qui s'est passé en 2014 sur un site qui vendait des vins de Bordeaux. Et l'attaquant, ce qu'il a fait, c'est qu'il finalement il s'est rempli un panier d'articles,
et puis il a trouvé une faille dans le site, ce qui lui a permis par injection SQL, au moment de payer, de passer le montant de la commande à 0. Ce qui fait que la commande a été validée, mais au final, il a payé 0. Voilà. Donc ça, c'est aussi un exemple là, par contre, d'attaque qui vient purement de l'extérieur. Alors, au final, quand on regarde tout ce qui existe en termes d'attaque, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup plus souvent une attaque commence depuis l'intérieur, ce qui signifie que si à un moment donné on veut éviter de se faire attaquer, eh bien ça signifie que n'importe quelle machine de l'entreprise, que ce soit des machines qui sont exposées sur Internet ou alors des machines en interne, n'importe quelle machine finalement vaut le coup d'être surveillée. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que ça coûte finalement de se faire attaquer? Alors, il y a un premier coût, on va dire, intéressant. Alors, pourquoi intéressant? Parce que c'est quelque chose qu'on peut chiffrer assez facilement, hein, en regardant des informations du Ponemon Institute et puis de NTT-Com Security. J'ai pu finalement mettre des chiffres exactement sur ce que coûte une attaque. Alors, le premier impact, effectivement, c'est l'impact sur le business. À savoir que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entreprise, statistiquement, a 22% de chance, hein, si on peut appeler ça de la chance, qu'une cyberattaque se produise dans les 24 prochains mois. Et une attaque, eh bien, on estime que, en moyenne, ça fait perdre 5,4% des clients. Alors, pourquoi on perd des clients quand on subit une attaque? Eh bien, il y a un problème de réputation. Hein, quand on est client d'une société et qu'on sait qu'elle s'est fait attaquer, etc., ça nuit à l'image de la société. Et donc, il y a certains clients qui vont partir à cause de ça. Une attaque, si jamais ça détruit des données ou ça fait du déni de service, ça empêche d'accéder aux serveurs, etc., eh bien, ces perturbations de service vont également entraîner des gens à quitter, à ne plus être clients. Parce qu'ils vont se dire, tiens, ça marche plus bien, c'est perturbé, je change de crèmerie. Voilà. Et puis après, il y a aussi une question de confiance. Hein, on a déjà vu pas mal d'exemples aussi de cyberattaques qui ont été beaucoup relayés dans la presse, où il y a des milliers d'utilisateurs, de mots de passe, de coordonnées qui ont été volés. Eh bien, ça aussi, à l'issue d'une attaque comme celle-là, du coup, les clients ne font plus confiance et préfèrent ne plus être clients. Donc, maintenant, si on prend un exemple d'une société, on va dire d'une PME, qui ferait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, eh bien, l'impact sur le business d'une attaque, eh bien, finalement, ça serait, donc, si on estime que perdre 5,4% des clients, c'est perdre 5,4% de son chiffre d'affaires, hein, et qu'ensuite on a 22% de chances que ça se produise dans les 24 prochains mois, eh bien, si on prend tout ça en compte, l'impact sur le business par an de la cybercriminalité pour une société qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, ça va être 59 400 € par an. Ça signifie que de toute façon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, cette cybermenace, ces attaques font que l'entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires par an dépense quelque part ou a un manque à gagner de 59 400 € par an. Alors ensuite, il n'y a pas que ça, parce que ça, c'est l'impact sur le business.
il va également y avoir un impact, puisque derrière, il va y avoir des frais de réparation, etc. Alors là, par contre, les chiffres, ils sont un peu moins parlants à ce niveau-là, parce qu'on trouve une information, notamment qui revient beaucoup, qui est émise par NTT Com Security, qui dit qu'en moyenne, tout ce qu'engage une attaque, une cyberattaque, d'ailleurs, ça va en moyenne coûter 773 000 euros. Alors, ça signifie pas grand-chose, c'est un chiffre qui peut paraître effrayant, et derrière, c'est difficile de pouvoir donner un chiffre en fonction d'une société, puisque en fonction du chiffre d'affaires de la société, de son activité, etc., finalement, les dommages collatéraux, quelque part, ils vont être vraiment très très variables. Donc on va laisser un peu tomber sur cette partie donc, de remise en production et réparation de chiffres, et on va simplement se sensibiliser aux conséquences. À savoir que s'il y a eu cyberattaque, il va sans doute y avoir des frais juridiques puisque on va porter plainte, il va y avoir aussi des compensations de clients, il y a peut-être des clients qui auront été, on va dire, impactés par cette attaque. On va avoir besoin de ressources supplémentaires peut-être pour réparer. Comme c'est un secteur qui est de plus en plus réglementé, si jamais on est attaqué par le biais d'une vulnérabilité connue, etc., quelque part on n'a pas d'excuse, donc on risque de devoir payer des amendes. Donc c'est quand même, on va dire, quelque chose de lourd. Hein. Et puis après, en moyenne, une entreprise met 5 semaines pour comprendre ce qui s'est passé. Effectivement, c'est pas toujours évident parce que quand un hacker arrive à pénétrer un système, en général, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va boucher le trou par lequel il est passé, justement pour éviter de laisser des traces et éviter aussi que quelqu'un d'autre, comme lui, puisse l'exploiter. Hein. Il préfère, lui, être tout seul on va dire, à pénétrer le système. Donc, du coup, c'est compliqué en général pour les gens de comprendre comment ça s'est passé et pourquoi ils ont été attaqués. Et puis, entre le moment où le problème se produit et un retour complet à la normale et à une activité normale, en général, il se passe 9 semaines. 9 semaines pendant lesquelles il faut réparer, où on n'est pas forcément capable de délivrer le même service qu'habituellement aux clients, etc. Voilà. Alors, comme tout ça, c'est effectivement très difficile à chiffrer, on va garder dans notre raisonnement déjà le montant que l'on a vu, qu'on arrive facilement à chiffrer par rapport à l'impact sur le business. Alors, du coup, comment on peut éviter ça? Quelles sont les différentes solutions pour sécuriser son système d'information? Alors, il y a déjà la possibilité de faire de la détection d'intrusion. Hein, donc, on installe ce qu'on appelle un SIEM, qui est un système qui va collecter de l'information, tout ce qui se passe sur le réseau, etc., et pouvoir générer des événements. Alors, simplement, ces systèmes-là, ils ont quand même leurs limites, puisque en général, tout ce qui se passe au sein d'un réseau d'entreprise, c'est beaucoup de volume de données. Et donc, dans ce gros volume d'informations, il va falloir être capable, à un moment donné, de détecter des comportements qui font penser qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit. Alors, même si les solutions évoluent beaucoup, avec toujours plus d'intelligence et d'aide, on va dire, à identifier les choses anormales, il faut quand même savoir qu'il faut à un moment donné une taille critique de l'attaque, donc une taille minimale de l'attaque, quand même assez significative pour arriver à voir quelque chose. Et ensuite,
c'est quand même une activité qui est bien technique. Ça signifie que pour la faire tourner correctement, il faut avoir des ressources qualifiées. Alors j'ai trouvé un chiffre surprenant aussi qui vient du Gartner. Le Gartner estime que de toute façon, il y a 92% des entreprises, même ceux qui sont, on va dire, équipés de SIEM, bah, qui ne voient pas une attaque finalement quand elle se produit. Ils vont s'en rendre compte après, une fois qu'ils ont compris qu'il y a eu un problème, mais au moment où ça se produit, finalement, ils ne vont pas l'avoir. Donc c'est en théorie, effectivement, le SIEM, c'est pas mal pour se protéger, mais en pratique, il faut quand même faire un gros effort et c'est pas toujours évident de le mettre en œuvre. Alors après, il y a une autre façon, effectivement, de voir les choses, hein, qui est complémentaire du SIEM, c'est de faire de la prévention. Donc, le principe de la prévention, c'est finalement empêcher les attaques avant qu'elles ne se produisent. Donc pour ça, les attaques, elles sont quand même en général de plus en plus techniques, complexes au fur et à mesure qu'on avance. Elles sont multiformes, hein, à savoir que tout à l'heure on a parlé de compromission de personnes ou alors d'attaques depuis l'extérieur. Hein, en général, si on regarde encore plus en détail ce qui s'est passé, eh bien, les attaques, il y a souvent plusieurs vecteurs. Il y a une phase de préparation par l'injection de logiciels malveillants qui vont ouvrir des portes, etc. Et puis ensuite, ça peut permettre après à des gens de faire également des actions depuis l'extérieur. Donc des attaques de plus en plus complexes, multiformes. De savoir que le Gartner avait prévu qu'on allait atteindre un niveau de 4 attaques sur 5 qui exploiteraient des vulnérabilités des systèmes. Et qu'ensuite, les utilisateurs qui ne sont pas avertis, ben, finalement, sont d'excellents outils pour les hackers. Voilà. Donc, faire de la prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire détecter les vulnérabilités avant finalement qu'elles soient exploitées, et ensuite avoir des utilisateurs avertis qui ne vont pas se laisser compromettre par leur crédulité, puisque en les formant, on peut faire en sorte que ces gens-là soient méfiants et donc du coup ne vont pas donner des informations ou introduire un logiciel malveillant dans leur système d'information. Donc cette prévention, hein, donc Security la propose à travers de sa solution Elastic Detector. Alors, en termes de prévention, hein, vraiment l'objectif de Security avec sa solution, c'est de permettre à tout le monde d'être autonome sur la prévention grâce à l'outil Elastic Detector. Donc cette autonomie, elle va passer d'une part par la compréhension de l'exposition à la cybermenace, c'est-à-dire que la solution l'Elastic Detector, elle va surveiller les machines et va être en mesure de fournir des indicateurs de risque. Les indicateurs de risque, hein, ce sont des informations qui sont accessibles à tous et qui permettent justement de parler aux gens qui sont soucieux de comprendre l'exposition à la cybermenace sans qu'il soit nécessaire que ces gens-là aient une forte connaissance, une forte expertise en sécurité informatique. Notamment, on va utiliser par exemple le guide de l'hygiène informatique de l'ANSSI pour montrer, alors soit par machine, soit pour l'ensemble des machines, ce qu'on risque. Est-ce qu'on risque en termes de contrôle d'accès? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut compromettre? Est-ce que
il y a un risque en termes d'intégrité des données. Est-ce qu'on a détecté des malwares sur les machines? Est-ce que les machines sont à jour? Et si elles ne le sont pas, eh bien, du coup, est-ce qu'il y a un risque lié au fait que les applicatifs ne soient pas à jour? Et est-ce qu'on a un risque en termes de déni de service? Bon. Donc, ces indicateurs de risque, ils existent sous plusieurs formes. On peut aussi avoir la forme OWASP Top 10. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les 10 attaques les plus fréquentes qui existent sur les sites web. Donc là, encore une fois, on a une cartographie, on voit là où se trouve le risque le plus important. Et puis, pour les gens qui font du e-commerce, ils ont également une vue PCI DSS et de voir s'ils sont en conformité ou pas par rapport à cette norme-là. Voilà, donc le fait d'avoir des indicateurs de risque, ça vous aide à être ISO 27000. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme notamment on travaille avec les organismes de santé qui ont aussi des obligations en termes de cyberprotection, et notamment pour tout ce qui est données confidentielles de santé, eh bien, on est aussi capable de pouvoir faire des indicateurs personnalisés pour ces gens-là autour de la ZIP santé. Voilà. Ensuite, les gens qui sont à l'informatique, ils vont pouvoir utiliser la solution Elastic Detector pour corriger toutes ces vulnérabilités au fur et à mesure qu'elles sont publiées et connues. Ah, donc, pour ça, la solution en automatique, elle va éviter des feuilles de route. Et comme la solution elle est capable de faire le tri dans les vulnérabilités, eh bien, elle va être capable de filtrer ces informations et du coup de donner à chacun les bonnes informations ciblées. Et pour chaque problème détecté, dans la colonne solution, donner des tâches finalement à réaliser pour colmater les brèches. Alors, qu'est-ce que ça coûte de mettre ça en place? Eh bien, revenons à la société qui faisait 10 millions de chiffre d'affaires par an. Hein. Donc, sur ce genre de taille de société, on peut estimer que en moyenne, on va avoir une vingtaine de serveurs à protéger. Alors, la première année, en général, si on n'a pas encore fait quoi que ce soit en termes de vulnérabilité, quand on va mettre en place la solution, eh bien, au départ, on va effectivement découvrir pas mal de choses, hein, si on n'a jamais fait l'exercice et ce travail de fond. Et donc, il va y avoir la première année, du coup, un abonnement à la solution Elastic Detector pour pouvoir faire de la surveillance continue et du scan illimité sur les 20 machines. Donc ça, c'est quelque chose qui coûte 2040 € par an. Ensuite, au démarrage, on risque effectivement de trouver beaucoup de problèmes. Donc pour ça, le SecuIT peut proposer 6 mois d'accompagnement en service managé pour aider à démarrer. Hein, donc c'est la deuxième ligne, 4 800 €. Ensuite, en termes de remédiation, en général, la première année, on a plus de remédiation puisque si encore une fois il y a du retard et un travail qui n'a pas été fait en amont, on va trouver un certain nombre de choses, donc il va y avoir quand même pas mal de temps à passer sur la remédiation. Alors, donc là on a mis 18 jours à 1000 €, mais ce qui se passe, c'est que ce travail de remédiation, on peut faire appel à un intervenant extérieur, mais aussi on peut le prendre en charge par les équipes qui s'occupent habituellement du système d'information. Voilà. Et ensuite, ce qui est bien aussi de faire, c'est 2 journées par an de sensibilisation au social engineering afin que le personnel sache que, et on leur rappelle
qu'il y a des gens malveillants qui peuvent, on va dire, utiliser leur crédulité pour pénétrer le système. Voilà. Donc si on fait tout ça, ben, dans cette société qui fait 10 millions de chiffre d'affaires et qui a 20 serveurs, ben, finalement, la première année, on va dépenser 26 840 €. Les années suivantes, on va dépenser moins. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'à partir du moment où on a démarré et qu'on s'est fait un peu accompagner par du service manager, bien après on sait faire, donc on sait travailler en autonomie. Et puis ensuite, dans la mesure où on est habitué à faire la remédiation au fil de l'eau, eh bien ça veut dire que à chaque fois qu'on détecte des nouvelles choses, ben, il n'y a pas tant de nouvelles choses que ça, donc il n'y a pas tant de remédiation que ça, et du coup on a, on va dire, une charge en termes de remédiation qui est moins élevée. Donc ça veut dire que les années suivantes, on va en moyenne dépenser 16 000 € pour être protégé en termes de sécurité. Donc après, si on regarde le retour sur investissement de la solution, hein, on rappelle que au départ, on avait calculé que l'impact sur le business qui de toute façon était incontournable, c'était 59 400 €. Donc on voit que forcément que la première année, eh bien, on va faire l'économie en ayant une solution de protection contre les failles de sécurité de 32 500 €, et que les années suivantes, ça va même plus loin, puisque finalement, on évite un manque à gagner de 43 360 €. Voilà. Alors, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez utiliser le chat pour les poser. Et puis, je vais moi, je réponds aux questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors, j'ai des commentaires qui me disent que les choses paraissent claires. Alors, est-ce qu'on peut avoir la presse? Oui, tout à fait, hein, je peux effectivement vous la transmettre. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que de toute façon, ce webinaire, on va le mettre en ligne, et puis vous serez invité à le revoir. Voilà. Donc, de toute façon, effectivement, ce sera accessible. Alors, une question par rapport au calcul pour une société qui fait seulement 1 million d'euros. Alors, c'est une bonne question. Logiquement, si vous avez une société qui fait 1 million d'euros, vous n'avez sans doute pas, on va dire, une vingtaine de serveurs, mais beaucoup de moins de serveurs à surveiller. Donc, en proportion, logiquement, ça revient au même. À savoir que si vous avez une société qui fait 1 million d'euros, les cyberattaques peuvent vous faire perdre 5,4% de vos clients, donc avoir un manque à gagner de 5,4% de votre chiffre d'affaires. Et donc forcément, ça vous fait un budget qui est plus réduit. Mais comme vous avez de toute façon moins de machines à surveiller, eh bien, au final, vous vous y retrouvez. Alors là, effectivement, une très bonne remarque, hein, comme quoi le nombre de serveurs est ajusté en fonction du type d'activité. Alors vous avez tout à fait raison. C'est une moyenne. C'est évident qu'une société qui fournit
des services informatiques, hein, comme du SaaS par exemple, à sa clientèle, eh bien, va avoir beaucoup plus de machines, on va dire, à gérer qu'une société qui est dans l'industrie avec des machines-outils et puis peut-être peu d'informatique. Donc ça, c'est vrai. Alors maintenant, pour des grosses organisations qui ont des centaines de serveurs, bon, en général, le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus important. Et encore une fois, du coup, le risque, hein, en termes de perte de clients et d'impact sur le business, il est plus important. Donc logiquement, en toute proportion, ça doit rester vrai. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est travailler ensemble et simuler, voir effectivement, en fonction du volume et des cas particuliers et du type d'activité en particulier, voir réellement quel est l'intérêt d'avoir une telle solution. Alors là, on me demande quelles sont les références clients en France. Eh bien, en termes de références, on travaille avec des hébergeurs, hein, qui du coup proposent du service pour sécuriser les machines de leurs clients, hein, puisque en général l'hébergeur lui va être responsable de la partie système, hein, il va vérifier que à l'aide de notre solution, qu'en termes de système tout est à jour, et ensuite il va proposer du service pour la partie applicative qui elle est sous la responsabilité de leurs clients, et ils vont de cette façon proposer du service managé. Donc je pense par exemple à Ardis, hein, qui est un hébergeur dans la région grenobloise. Voilà. Alors après, on a aussi des gens qui sont dans les assurances, hein. Je pense par exemple à Delta Assurance, qui nous font confiance et qui utilisent la solution. Voilà, donc les références qui me viennent à l'esprit. Alors là, une autre question sur les architectures hybrides. Effectivement, nous avons des clients également qui ont des machines un peu partout. À savoir qu'ils ont, on va dire, historiquement conservé leur data center. Donc, ils vont avoir dans leur data center des machines physiques, des machines sous VMware ou sous Hyper-V, par exemple. Mais ils vont également avoir des machines dans le cloud et puis des machines aussi qui peuvent être infogérées. Eh bien, la solution Elastic Detector a la particularité d'embarquer tout un tas de connecteurs. Et ces connecteurs, ils sont adaptés à toutes les technologies existantes en termes d'hébergement. Ce qui fait que pour surveiller des machines et pour finalement les découvrir et savoir déjà qu'elles existent, eh bien, tout simplement, la solution va se connecter à tous ces environnements et à récupérer l'ensemble des machines de cette façon-là. Ce qui fait que lorsqu'on crée une nouvelle machine dans un environnement ou lorsqu'on supprime une machine dans cet environnement, eh bien, la machine va apparaître ou disparaître de la solution Elastic Detector. Donc, c'est vrai que la solution, elle est du coup adaptée finalement aux hébergements actuels. Donc là, j'ai une autre question sur le type de déploiement, local, cloud, sur PC ou serveur. Donc le type de déploiement, c'est un système qui fonctionne sans agent. Alors, pourquoi on n'a pas besoin d'agent? Eh bien, tout simplement parce que donc les scans se font au travers le réseau, à savoir que l'inventaire des serveurs ne se fait pas forcément à travers le réseau, mais peut se faire avec les connecteurs sur les hyperviseurs. Par contre, les scans se font à travers le réseau.
Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour les environnements cloisonnés, hein, je pense par exemple à un ensemble de machines où les machines seraient positionnées sur des VLAN privés qui seraient indépendants les uns des autres. Eh bien, pour ce type d'environnement, on a une fonctionnalité qu'on appelle le clonage, qui permet de faire du scan sans perturbation ni risque, puisque l'idée c'est de, plutôt que de scanner le serveur de production, une copie, et on scanne la copie plutôt que le serveur de production. Donc, ça permet de faire du scan sans perturbation, mais le fait de créer un clone, ça permet également de positionner ce clone sur le réseau qu'on souhaite, et du coup, dans des environnements cloisonnés complexes, et bien finalement, ça va permettre de toujours pouvoir auditer les machines, puisqu'à un moment donné, on va pouvoir avoir la vue globale grâce aux hyperviseurs, savoir où sont les machines, mais le fait de créer le clone à chaque fois sur un réseau de type sandbox, eh bien, ça va permettre de pouvoir auditer toutes les machines de cette façon-là. Ensuite, dans la question, on parlait également des PC et des serveurs. Eh bien, pour tout ce qui est les serveurs, hein, c'est forcément quelque chose de sensible et vulnérable, puisque un serveur, c'est fait pour être accédé. Donc, ça veut dire que sur le serveur, on va mettre à disposition des services, et les services, ils peuvent être détournés, ils peuvent être vulnérables, etc. Donc, c'est important, on va dire, de les auditer. Les postes de travail, on a vu dans les exemples de cyberattaques qu'ils peuvent aussi être vecteurs d'attaque, puisque les utilisateurs crédules, à un moment donné, ils peuvent permettre l'installation de quelque chose sur les postes de travail. Et donc, auditer des postes de travail, ça peut permettre de limiter la diffusion de logiciels malveillants au travers du réseau. À savoir que si jamais on audite les postes de travail, eh bien, on va vérifier que rien n'est ouvert sur les postes, hein, puisque logiquement, on n'est pas censé accéder à un poste de travail. Et dans la pratique, on s'aperçoit que la plupart du temps, un tas de services qui tournent par défaut sur des postes Windows, par exemple, mais qui ne sont pas utiles pour l'utilisation qu'on en fait, eh bien, comme ils sont lancés par défaut, eh bien, ce sont des choses qui sont ouvertes par défaut. Et le fait de les auditer, ça permet de voir ça et de couper ces services et de fermer les accès. Et ensuite, le fait de vérifier que les machines sont à jour, notamment en termes de navigateur, ça permet aussi, par exemple, d'éviter les ransomware qui, eux, vont souvent exploiter des failles de sécurité au niveau JavaScript. Voilà. Donc, il y a aussi un intérêt. Alors, est-ce que la solution est certifiée en termes de sécurité? Donc là, en général, ce qui est certifié, ce sont, on va dire, les personnes, à savoir les auditeurs, etc. Il existe des certifications qui font que les personnes sont certifiées. Par contre, pour ce qui est du logiciel en lui-même, on n'a actuellement pas de certification, mais par contre, ça c'est un projet 2017 où on va effectivement le faire certifier. Voilà. Mais écoutez, là, je ne vois plus de questions. Ah, si, encore une question. Le mode de licensing. Alors, le mode de licensing, effectivement, c'est un abonnement, on va dire, à l'année par machine. Donc, après, si vous avez un projet en particulier que vous aimeriez chiffrer, comprendre, bien à ce moment-là, nous, on vous invite à se rapprocher de nous, hein, pour qu'on puisse vraiment vous faire une simulation adaptée à votre besoin, hein, sachant que de base, effectivement, il y a un mode abonnement. Maintenant, on a aussi des formules
qui permettent de payer au scan, en quelque sorte, hein, d'acheter des packs de scan. Mais donc tout ça, je vous invite à prendre contact avec nous pour pouvoir vraiment chiffrer en fonction de votre projet, puisque au plus vous avez une machine, forcément, au moins c'est cher par machine. Donc c'est important effectivement de faire une simulation personnalisée pour bien comprendre ce que ça coûte. Alors ensuite, autre question, est-ce qu'il y a différents prix pour les PC et les serveurs? Alors oui, effectivement, hein, lorsqu'on veut auditer des PC, le prix est beaucoup plus bas en fait, hein, puisque quelque part le travail qu'il y a à faire sur les PC, il est moins important puisque c'est beaucoup plus limité que lorsqu'on a un serveur, encore une fois, qui offre des services et donc pour lesquels ces services sont vulnérables et donc il y a beaucoup plus de travail. Donc pour les PC, effectivement, c'est beaucoup moins cher. Et ensuite, la solution, elle permet aussi de scanner des firewalls, hein, puisque tout ce qui est firewall, équipement réseau, etc., ce sont des équipements qui ont des systèmes aussi, qui sont vulnérables, qui ont besoin de mise à jour. Et donc, la base de connaissances référence un tas de vulnérabilités connues aussi sur ces équipements. Alors là, j'avais une question dans le chat. Je n'ai pas bien saisi le mode de fonctionnement de votre solution. Est-ce une solution installée in situ sur nos SI? Alors, la réponse, c'est oui. C'est une appliance virtuelle que vous téléchargez et installez dans votre infrastructure. L'avantage de ça, c'est que tout ce que vous détectez avec cette solution va rester au sein même de votre système d'information. Hein, ce n'est pas quelque chose qui va partir à l'extérieur et pour lequel vous n'aurez pas le contrôle. Ensuite, la solution, hein, on la fournit aussi en mode SaaS, hein, pour les gens qui souhaitent uniquement surveiller des IP publics. Dans ce cas-là, il suffit de créer un compte au niveau du SaaS et puis de piloter ces IP de cette façon-là. Hein, puis ensuite, les éléments actifs pris en compte, les systèmes supportés, en résumé, c'est tout, sauf tout ce qui est mobile. Hein. Aujourd'hui, on ne fait pas Android, on ne fait pas Apple, iOS. Voilà. Donc, encore une question. Disposez-vous des habilitations et certifications pour faire des audits d'intrusion et vulnérabilité dans le cadre du processus itératif d'une certification PCI DSS? Alors, donc la réponse c'est oui. Donc là, on parle d'audit et de tests d'intrusion. Donc on sort un petit peu du cadre et du principe de mettre en place une solution qu'on pilote soi-même qui permet donc de façon continue d'être sécurisé. Si à un moment donné on fait un audit, là effectivement, nous avons chez Security des experts sécurité capables de faire ce genre de choses. Voilà, donc là je n'ai plus de questions manifestement. Bien, écoutez, je vous remercie de votre participation et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.